Bonjour, je suis Maxime Lassalle, j'ai 31 ans, je suis français, j'ai commencé mes études en classe préparatoire droit économie, donc j'ai essayé de poursuivre un petit peu dans ce chemin-là, en m'intéressant au droit économique, droit pénal des affaires. Alors, je ne vais pas refaire tout le parcours, mais j'ai fini par aller étudier au Luxembourg, à l'Université du Luxembourg, parce que j'étais intéressé par le droit pénal des affaires, le droit pénal de l'Union européenne, l'Université du Luxembourg, où j'ai continué en thèse. Donc c'était en 2015 que j'ai commencé là-bas. J'ai été pendant 4 ans en co-tutelle, donc inscrit à la fois à l'Université du Luxembourg, à l'Université Paris-Nanterre. Donc j'étais un peu entre deux systèmes universitaires, entre plusieurs droits. Ma thèse portait sur l'accès transnational aux données bancaires dans le cadre de l'enquête pénale, une perspective transatlantique. J'ai soutenu cette thèse en 2019. Ensuite, j'ai été à terre à Nanterre, donc j'ai enseigné à Nanterre, et en même temps, je commençais un partenariat avec l'Institut Max Planck pour l'étude de la criminalité, la sécurité et le droit à Freiburg en Breisgau en Allemagne. Donc, j'ai été post-doctorant là-bas l'année dernière, donc jusqu'à fin août, et je suis en train de terminer un projet donc post-doctoral avec eux. Donc je vais terminer ça en mars 2022. Et actuellement, donc l'actualité, c'est que je suis maître de conférence depuis quelques jours à l'université de Bourgogne, à Dijon, au sein du CREDIMI, le centre de recherche sur les entreprises, les marchés et les investissements internationaux. Alors, pour simplifier, parce que souvent ce titre de thèse fait peur, ou en tout cas, disons, laisse perplexe parfois. J'ai, comme je vous l'ai dit, étudié à Luxembourg. Bon, typiquement, Luxembourg a une certaine réputation, notamment pour les Français. Pendant longtemps, des Français dissimulaient leur argent à Luxembourg. Pendant de nombreuses années, il était difficile de retrouver la trace financière de l'argent, disons, obtenu de manière illégale ou qui était caché au fisc, et donc de retrouver cet argent, la trace financière, au Luxembourg. Donc c'est typiquement un exemple qui illustre à quel point pouvoir accéder aux informations financières relatives à une personne est important pour les enquêteurs, en matière d'évasion fiscale par exemple. C'est important pour les enquêteurs et ça a été relativement compliqué pendant de nombreuses années. Ça, c'est l'approche un peu simple, parce qu'évidemment, lorsqu'on parle de coopération entre la France et les États-Unis, par exemple, les choses sont encore différentes. Mais c'est ce problème-là, la coopération entre États, en matière financière, en matière d'enquête financière, qui m'a beaucoup intéressé pendant 4 ans. Alors les enjeux, il y en a, disons qu'il y a deux enjeux importants que je distinguerai. D'un côté, la protection de la souveraineté des États. Le Luxembourg, pendant de nombreuses années, a considéré que sa propre vision de la fiscalité n'avait pas à s'incliner face à la vision d'États étrangers et que si les Français voulaient dissimuler leur argent au Luxembourg, il n'y avait pas de problème. Donc évidemment, c'est une question de coordination entre certaines visions qui peuvent être conflictuelles de la souveraineté des États. Évidemment, ça a évolué, et ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais d'autres problèmes se posent, notamment en matière de protection du droit à la vie privée. Le Luxembourg considère encore que les données bancaires d'une personne relèvent, dans une certaine mesure au moins, de sa vie privée. Pour cette raison, il doit y avoir un certain encadrement de l'accès à ces données-là. Donc c'est le deuxième pôle, en quelque sorte, de ma thèse. Comment peut-on, dans un monde qui est très monde financier, qui est très internationalisé, coordonner des visions qui sont comme ça différentes? La vision que l'on a en France de droit à la vie privée et du droit à la vie privée dans le contexte financier est très différente de la vision luxembourgeoise, mais aussi évidemment de la vision américaine. Donc j'ai cherché dans ma thèse à coordonner ces différentes visions et à faire émerger des principes communs, ce que j'ai qualifié de principes communs, en m'inspirant d'ailleurs du concept de grammaire commune de Mireille Delmas-Marty, et donc pour proposer une vision commune, un encadrement commun de ces mesures-là, d'enquête financière. Oui, d'une certaine façon, c'est l'application à un cas très précis, donc vous l'avez dit, effectivement technique et aride, de grandes transformations du droit qui ont lieu aujourd'hui.
Je n'ai pas évoqué pour l'instant une autre question qui complique encore un petit peu les choses, mais le développement du numérique, qui fait que par exemple des données personnelles peuvent être disons numérisées, et donc ne sont pas localisées sur un territoire précis, complique évidemment mon sujet, hein, puisqu'il s'agit de comment dire dans ce contexte-là, il est difficile de territorialiser des mesures d'enquête et donc de savoir quel est par exemple le droit applicable. Donc effectivement, c'est un sujet qui est souvent considéré comme aride, mais qui est en fait à l'intersection de nombreux enjeux fondamentaux qui seront très importants à l'avenir. Tout à fait. Dans ma thèse, je regarde comment interagissent les droits français, luxembourgeois et américains, étant entendu que le droit de l'Union européenne et le droit de la CEDH s'appliquent aussi. Donc effectivement, c'est une comparaison à plusieurs niveaux. Et c'est ce qui, je pense, fait l'intérêt de ma thèse. J'ai passé quelques mois aux États-Unis pour comprendre comment ça se passait, quels étaient les enjeux, en sachant que là-bas aussi il y a de nombreux développements pour la protection de la vie privée, par exemple. Et donc effectivement, je pense, le grand intérêt, c'est de montrer que les choses sont différentes ailleurs et qu'il y a des solutions qu'on n'avait pas envisagées simplement en Europe ou en France et qui pourraient être pertinents pour répondre aux grands problèmes qu'on se pose aujourd'hui. Eh bien, c'est tout naturellement en 2019 que j'ai continué avec une coopération avec l'Institut Max Planck de Freiburg, qui en fait à ce moment-là réfléchissait à mettre en place un autre projet qui portait sur les partenariats publics-privés en matière de financement du terrorisme. Donc c'est évidemment les questions un petit peu similaires, les enquêtes financières, donc les relations entre la police et les banques. Donc j'ai pris en contact avec eux et j'ai ensuite entamé un post-doctorat là-bas. Les enjeux sont un petit peu les mêmes, numérisation, protection du droit à la vie privée et protection des données à caractère personnel. C'est dans un autre contexte, finalement, c'est pas seulement l'accès lors d'une enquête pénale, mais comme vous le savez peut-être, le système bancaire est depuis de nombreuses années sous surveillance. Les banques, et d'autres acteurs financiers d'ailleurs, ont l'obligation de dénoncer leurs clients qui sont suspectés de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme. L'idée derrière ce projet-là, qui est donc un peu distincte de ce que j'avais développé dans ma thèse, c'est que les banques, le système financier, ne sont pas capables, à elles seules, de dire qui est un terroriste. Encore ce matin, je regardais sur Internet et j'ai vu un post d'une personne dont le compte a été fermé ce matin parce que cette personne-là est de nationalité iranienne. Les banques ont parfois des comportements un peu problématiques, dans le sens où elles ont l'obligation de détecter qui est un terroriste, en même temps elles n'ont pas les capacités de dire qui est un terroriste. C'est difficile de dire qui est un terroriste, et donc elles ont tendance à finalement évacuer certaines personnes qui, du fait de leur nationalité, souvent, ou de leur contact, sont considérées comme suspectes. Donc cette notion de suspicion est quand même assez problématique. Et notre projet vise à étudier les méthodes, les techniques qui pourraient être utilisées pour, diminuer ce risque finalement de traitement discriminatoire opéré par les banques. La solution qui est proposée par exemple par la Commission européenne en ce moment, c'est ce qu'on appelle des partenariats publics-privés. En fait, le secteur public, les services de renseignement donneraient davantage de renseignements, d'informations au système bancaire pour qu'elle soit davantage en mesure de détecter des comportements terroristes et donc de cibler davantage les mesures qu'elles prennent vis-à-vis de leurs clients. C'est pas complètement idéal dans le sens où finalement des noms de suspects terroristes seraient finalement transférés très facilement du secteur privé vers le secteur public et vice-versa. Et donc ça donnerait lieu à quelque chose d'assez, une forme de surveillance assez importante dans le concept. Alors c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, évidemment, parce que dans notre projet, on essaye de remettre donc, ces pratiques-là dans un contexte un peu plus général, celui de la privatisation de certaines missions qui sont traditionnellement confiées à l'État,
Comme je vous l'ai dit, donc les banques, depuis de nombreuses années, ont pour mission de détecter des comportements terroristes. En sont-elles capables? Ça pose problème. Mais c'est quelque chose qui a tendance à s'étendre, euh, notamment avec le développement des réseaux sociaux. Par exemple, euh, vous avez sans doute entendu parler de la loi Avia, par exemple, et des débats autour de cette loi qui visait à responsabiliser les acteurs du numérique, en particulier les réseaux sociaux, pour détecter et lutter contre le discours de haine. Et ça, c'est véritablement un autre exemple de privatisation de certaines missions de service public, enfin de sécurité, dans la mesure où ce seraient des agents privés qui auraient le droit, ou même la responsabilité, d'assurer l'ordre et la sécurité sur Internet. Donc c'est qui est un peu euh, problématique. Et un autre exemple d'ailleurs de cela, c'est le fameux traitement que Facebook a choisi de suivre suite au comportement de Donald Trump. Lorsqu'il ne voulait pas quitter la Maison Blanche, il a, comme vous le savez, incité ses fans en quelque sorte à la violence, et Facebook a fermé son compte. Donc Facebook, une entreprise privée qui décide qu'un chef d'État, un ancien chef d'État, ne pouvait plus s'exprimer sur Facebook. En réponse à cela, Facebook a créé une Cour suprême privée pour savoir si véritablement la décision qui avait été prise par Facebook était légitime, en quelque sorte. Bon, ce sont des débats passionnants, je trouve, puisque ce sont des entreprises privées, les banques, les réseaux sociaux, qui sont amenés de plus en plus à prendre des décisions fondamentales.